Bernard Cerchilini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes linguiste, vous avez été recteur de l'Agence universitaire de la francophonie et vous publiez « Enrichissez-vous, parlez francophone » chez Larousse. Donc vous parlez de la langue française, parlée en France et partout dans le monde. Alors justement, combien de divisions le français? Combien sommes-nous à le parler? Est-ce que c'est une langue qui progresse ou qui plutôt perd des parts de marché, comme on dit? Non, elle progresse. 220 millions, on ne l'a jamais autant parlé, on ne l'a jamais autant écrite également. Donc, 220 millions, on est minoritaires, nous les Français de France, 66 millions. Hein. Ah oui, depuis quelque temps, nous sommes minoritaires et ça change tout. C'est-à-dire, pourquoi imposer la norme à des gens qui sont plus nombreux que nous et qui ont leurs propres normes? Alors c'est quel français parlons-nous? C'est ça que je veux dire. Vous dites, on parle un français minoritaire, on parle le français parisien. Mais ça veut dire quoi, le français parisien? Il fallait bien poser une norme. À partir du XVIIIe siècle, on a considéré que le bon français était celui de la bourgeoisie cultivée parisienne, celle de l'Académie française et des grands journaux. Mais c'est une des variantes par rapport à la province, par rapport au monde entier. Il faut donc décentrer le français tout en gardant, pour la France, si l'on veut, alors le français, il est parisien, il est arrogant et il a tort souvent, dites-vous. C'est lui qui impose, alors je ne savais pas du tout, le déjeuner, on s'est trompé, racontez-nous l'histoire. Ah bah écoutez, arrivant à 19 ans à l'École normale supérieure à Paris, qui suis lyonnais et qui est toujours dîné à midi, j'ai invité un de mes camarades à dîner. Et à Lyon, on dîne à midi? Mais naturellement. Et on déjeune à quelle heure? Le matin. On déjeune le matin? Oui, car on rompt le jeûne d'ici Younaré, donc on déjeune, mais à Lyon, en Belgique, à Genève, à Montréal, partout. Et donc j'ai attendu ce camarade à midi, midi et demi, 1 heure, 2 heures. Il est arrivé à 19 heures, il était parisien. Ah oui. Le fait de dîner le soir, c'est parisien. C'est parisien. Ça s'est imposé au reste de la France, mais oui. Ailleurs dans le monde, en effet, on dîne à midi. Enfin, dans beaucoup d'endroits. On déjeune, dans beaucoup d'endroits. Et donc, pour moi, dîner, c'est un régionalisme parisien. D'accord. Toutes les expressions régionales, elles ont disparu, elles sont devenues du folklore? Malheureusement, le français régional est un peu folklorique. À cause de l'expansion du français, l'école, la guerre de 14-18 qui a brassé les populations, la télévision, parler un français régional se fait plutôt en famille. On n'ose pas le faire en dehors de la familiarité. Alors vous dites que le français de France est très rigide, mais le français parlé ailleurs dans le monde est beaucoup plus libre. Vous parlez d'un français libre et vivace. Alors, il y a beaucoup d'exemples en Amérique du Nord, au Québec. Par exemple, frilé, ça veut dire quoi? Frilé. Mais écoutez, nous disons être frileux. Nous ne connaissons que l'adjectif. Les Québécois ont fait le verbe friler, avoir froid. Tu friles, ça frile ce matin. On complète la famille, en quelque sorte. Voilà. Il y a beaucoup d'expressions qui ont attrait au climat au Québec. Beaucoup, forcément. Hein. Donc, le froid, la neige, beaucoup. Cirer ses bottes, par exemple. Cirer ses bottes, c'est se préparer à mourir. Voilà. Pelleter dans la cour du voisin, c'est lui passer un problème, ainsi de suite. En Afrique, il y a beaucoup d'expressions qui ont attrait à la liberté sexuelle. Disons la liberté sexuelle, bien sûr, énormément. Hein. Et le deuxième bureau, c'est quoi? Ah, c'est très connu en Afrique. C'est le bureau où l'on dit qu'on se rend, on dit à son épouse qu'on se rend. En fait, c'est la maîtresse, le deuxième bureau. Voilà. Une balle perdue? Ah, une balle perdue, c'est un enfant né hors mariage. L'expression est très jolie. Il y a en Algérie également l'expression l'aplaventrisme. Son aplaventrisme ne le sauvera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez que le français peut fabriquer des mots extraordinaires. Ouais. L'aplaventrisme, c'est le fait de montrer du respect au chef de la nation. Se mettre à plat ventre. Ouais, à plat ventre, il y a l'aquaboutisme, etc. Alors, le français rigide qui a eu du mal à féminiser les titres. Pendant très longtemps, on a dit... Alors, ça nous est venu d'où, l'idée de reconnaître que les femmes peuvent aussi être ministres, docteurs, etc. Oui, légitimement que les femmes aient un titre féminin. Voilà. Bien, eh bien, de la francophonie. La naissance s'est faite au Québec, c'est passé en Belgique, en Suisse. Et en France, ça a été difficile. Il a fallu vraiment une décision quasiment gouvernementale en 97. D'ailleurs, je m'en suis un peu occupé à l'époque. C'est un sujet qui me préoccupe. Parce que le Québec, l'Amérique du Nord étaient plus en avance sur les termes d'égalité hommes-femmes. Et donc, c'est eux, finalement, qui nous ont modernisé, enfin, qui ont féminisé la langue française. C'est une demande civile. Et aussi, il faut dire qu'au Québec, les instances de prescription sont moins lourdes qu'en France. Parce que vous faites remarquer, chez nous, on avait féminisé, par exemple, la boulangère, mais on n'avait pas féminisé non. Le docteur. Mais non, ça, on a mis du temps. On considérait que pour les titres importants, c'était le masculin. C'est ce que disait un grammairien au XVIIIe siècle, le mâle est plus important que la femelle. Il est temps qu'on se
déprennent de ces idées. Alors, le français qui est très rigide, vous dites qu'au XVIIe siècle, la langue française a été victime d'une grande épuration lexicale classique. Que s'est-il passé? Quel traumatisme a subi notre langue au XVIIe siècle? Je ne crois pas parler de victime de traumatisme, car on a, à partir de la langue de Rabelais, de Montaigne, on a fait une langue très pure, très épurée, sans variante, celle de Racine, qui est très belle. Ouais. Mais du coup, on l'a un peu corsetée et on l'a rendue réticente à l'innovation et à la variation. Je crois que maintenant que le français est mondial, il faut au contraire l'augmenter, accepter sa diversité. La diversité. Ce que tout vous le voulez monde dire, bien formé. Le vieux français sous Rabelais, il était beaucoup plus folklorique. D'ailleurs, de fait, il est illisible aujourd'hui. Alors, il est difficilement lisible à cause de la coupure classique. On a publié des traductions de Rabelais et de Montaigne en français moderne. C'est un français très riche qui accepte la variation. Montaigne utilise plusieurs formes pour le même verbe ou le même mot. Avec Vaugelas, on refuse la variation. Donc on a bâti une belle langue, mais qui est un peu rigide. Et ce que j'aime dans le français de l'Afrique, du Québec, d'ailleurs, c'est qu'il crée des mots à profusion. À profusion, en respectant d'ailleurs la morphologie, la dérivation. Alors, ce français qu'on a nettoyé au XVIIe siècle, il y a certains mots qui ont trouvé refuge, où ça? Au Québec. Au Québec. L'Amérique du Nord nous renseigne sur le français d'avant la coupure classique. Alors, par exemple, donc, au Québec, on utilise le verbe abrier, donc qui est du vieux français. Ça veut dire quoi, abrier? Alors, ce n'est pas seulement mettre à l'abri, c'est mettre à l'abri et réchauffer. Vous voyez, on abrite un enfant en mettant une couverture. C'est très beau, abrier un enfant. Achaler. Arrête de m'achaler. M'achaler, c'est importuner. C'est fait sur la chaleur. C'est importuner. Alors, on connaît, nous, l'expression catin, c'est une femme de mauvaise vie. Mais au Québec, pas seulement. C'est le sens ancien. Une catin, c'est une poupée. Ah voilà. Donc une petite Québécoise de 8 ans joue avec sa catin. Joue avec sa catin. Et pas seulement ses parents. Et pour nous, mais le mot catin a disparu en général, c'est dommage. Catin, c'est très beau. Alors, il y a tout un réservoir de mots anciens qui sont vivants au-delà de l'Atlantique. Les Québécois sont connus pour dire non aux anglicismes. Alors on se régale toujours de ces mots. On dit on ne mange pas un hamburger. On mange un hambourgeois. J'ai vu ça sur les menus à Montréal. Il y a toute une série. D'ailleurs, on a adopté, puisque le mot courriel, que je trouve très bon, c'est un mot québécois. Et nous, on dit email, bêtement. On reprend le electronic mail des Anglais. Oui, courriel, c'est très bien. D'autant plus que depuis, on a fait pourriel. Qui est pourriel, c'est le spam, voilà. Nous, en anglais, on chatte sur le web, c'est... Clavardage, le clavier. Donc clavier, bavardage. C'est un mot valise. On a là une inventivité extraordinaire qui montre que le français n'a rien à envier à l'anglais. Pourquoi abandonner le français? En France, on fait des selfies en vacances. Que fait-on au Québec? On fait un égo-portrait. Mot qui est rentré dans le Petit Larousse. Il est merveilleux. En plus, égo... Et bienvenue pour ces portraits où on se met en valeur. On se prend soit en photo plutôt que la Tour Eiffel, quoi. Mais bien sûr, voilà, l'égo-portrait. L'égo-portrait, excellent. Tout à l'égo. Le sex shop qui est devenu la boutique de sexe. Oui. Non, mais il y en a plein, très bien. Hashtag mot-clic. Mot-clic, oui. Podcast balado. Pourquoi est-ce que les Québécois sont si imperméables à ces mots anglais et mettent leur honneur à trouver des mots français? Parce que nous sommes perméables aux mots anglais. Je veux dire que ce qui est frappant en France actuellement, c'est qu'on accepte les mots anglais tels quels, sans les franciser. Alors que les Québécois, eux, sont plutôt perméables à une certaine syntaxe anglaise, mais ont une langue beaucoup plus homogène. Même si elle est perméabilisée. C'est-à-dire qu'on dit au Québec, on va prendre une marche. Prendre une marche? C'est un anglicisme, mais ça reste du français. Ce qui me gêne dans le français de France, c'est que le mot anglais vient tel quel. Et prendre une marche, ça veut dire quoi, prendre une marche? Aller se promener. Aller se promener, d'accord. Take a walk. Donc en fait, nous sommes tous sensibles à l'anglais, mais d'une façon différente. Et j'aime mieux la façon québécoise qui homogénéise sa parlure. Voilà, et donc si on veut apprendre le français, eh bien, du monde, on peut se retrousser les manches. Comme on dit dans la République démocratique du Congo, on peut faire du retrousseau-manchisme. Ça, c'est très bien, ça. Voilà, votre livre, tout sur le français, cette belle langue parlée par 200 millions et très créative voilà. En dehors de France, dites-vous. Voilà, merci beaucoup Bernard Cerchilini, donc auteur de Enrichissez-vous par les francophones, c'est chez Larousse. Merci. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.